tu écoutes cette histoire seule, baisse un peu le son. Sauf si tu veux vraiment entendre ce qu'il y a derrière les murs quand la musique s'arrête. Abonne-toi, laisse un like et reste jusqu'au bout. Parce que les pires images qu'on a retrouvées dans les catacombes de Paris ne montrent pas une créature, ni un tueur, ni même un fantôme. Elles montrent un groupe qui a fait une seule erreur. Ils ont éteint un vieux phonographe qui jouait encore là où plus rien n'aurait dû produire de son depuis des siècles. La vidéo a été publiée pendant 23 minutes en ligne avant d'être supprimée. Pas retirée pour violation de droits d'auteur, pas signalée comme fake, pas effacée proprement non plus. Elle a disparu comme disparaissent certaines choses sur Internet quand trop de gens les récupèrent à la fois. Coupures, rechargements impossibles, liens morts, comptes introuvables. Mais avant ça, quelques copies ont circulé dans des forums de passionnés d'urbex, de cataphiles et de types qui passent leur vie à jurer qu'ils savent ce qui est vrai sous Paris et ce qui relève du folklore. La plupart ont parlé d'une mise en scène. Ils ont toujours parlé comme ça. Jusqu'au moment où certains détails ont commencé à revenir d'une copie à l'autre sans variation. Les voix, la disposition des eaux, le bruit du sol, et surtout cette phrase, répétée plusieurs fois par un des gars quand tout commence à déraper. Ne coupez pas le son. Tant qu'il joue, ça reste derrière. Je n'ai pas vu la toute première mise en ligne. J'ai récupéré un fichier compressé envoyé par un ancien collègue qui connaît mon obsession pour les histoires de lieux fermés et pour tout ce qui touche aux catacombes non touristiques. Le fichier portait un nom banal. Quelque chose comme sortie-final-2.mp4. Comme si cette banalité elle-même était une manière de nier ce qu'il contenait. Les métadonnées étaient en partie corrompues. La date d'enregistrement indiquait le 14 novembre, peu avant 2 heures du matin. Aucun géotag exploitable. Seulement des séquences de caméras portées, de téléphones, et un enregistreur audio dont le son devient de plus en plus important à mesure que l'image perd son sens. La vidéo commence au-dessus du sol. C'est déjà un mauvais signe. Toutes les histoires de catacombes qui finissent bien s'attardent dehors, avant d'entrer. Elles prennent leur temps. Elles plaisantent. Elles montrent les sacs, les lampes, les plans imprimés, les fausses bravades de ceux qui ont besoin de se filmer avant de se terrer. Celle-ci n'a que quelques secondes de ce monde-là, comme si ses auteurs étaient pressés d'être sous terre ou savaient qu'ils n'auraient pas beaucoup de temps une fois dedans. On voit 4 personnes dans une cour discrète, quelque part sur la rive gauche. Pas d'adresse, pas d'enseigne. Juste un mur humide, une grille tordue, des sacs posés au sol et la buée qui sort de leur bouche. L'image tremble parce que celui qui filme a juste une caméra frontale. Une fille, cheveux attachés, doudoune noire, lampe torche autour du cou, regarde l'objectif et dit « Si quelqu'un retrouve ça sans nous, n'allez pas où on va. » Un gars derrière elle éclate de rire. « Super, commence déjà pas avec ton intro Blair Witch, Leila. » C'est la première fois qu'on entend leur nom. Leila, celle qui semble la plus méthodique. Le rire, c'est Nils, plus jeune ou plus nerveux, difficile à dire au début. Le troisième, celui qui parle ensuite en vérifiant une corde roulée à son sac, s'appelle Dorian. C'est clairement lui qui connaît le mieux l'endroit, ou du moins, qui veut que les autres le croient. Le dernier, celui qui filme le plus au départ et qu'on entend beaucoup respirer plus tard, c'est Adrien.
C'est à travers lui que la nuit devient réellement insupportable. Parce qu'il commence comme le plus calme et finit comme celui qui comprend avant les autres que le problème n'est pas d'être perdu. Ils descendent par un accès étroit, dissimulé derrière une plaque métallique déjà forcée de longue date. La caméra perd un moment toute stabilité pendant qu'il se glisse dans un puits technique humide, puis trouve enfin un conduit maçonné plus large. Les lampes découpent la poussière, la pierre suintante, les inscriptions au fusain laissées par d'anciens visiteurs. Les premières minutes ne sont pas encore du côté de l'horreur, elles sont du côté de l'euphorie clandestine. Les voix sont basses, mais excitées. Ils se moquent du poids des sacs. Niels jure parce qu'il manque de glisser. Leila rappelle de ne pas toucher aux os s'ils en croisent. Dorian répond que dans certaines sections, il faudra littéralement marcher dedans. Nakamura suit leurs bottes dans une galerie basse, puis débouche sur un secteur plus large. Les murs changent. Ce ne sont plus seulement des pierres, ce sont les alignements. Tibia, fémur, crâne, superposés avec cette régularité presque décorative propre aux catacombes. Les lampes blanches rendent les os plus jaunes qu'on ne les imagine d'ordinaire. Le sol craque légèrement sous les semelles, pas parce qu'il piétine des restes directement, du moins pas encore, mais parce que la poussière accumulée et les petits fragments coincés entre les pierres composent déjà un son spécifique. Un son sec, friable, intime. Ça, c'est le vrai problème, dit Adrien derrière la caméra. Le bruit sous les pieds. Les crânes sur les côtés, ça va, répond Niels. Mais entendre le sol cassé, ça donne envie de s'excuser à chaque pas. Leila ne rit pas. Fais gaffe à ce que tu dis ici. Pourquoi ? Demande Niels. Ils vont se vexer ? Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a encore derrière la mise en scène. Cette phrase, au premier visionnage, semble juste relever du ton. Une manière de garder une tension de vidéo d'exploration. Plus tard, elle devient autre chose. Surtout quand on commence à remarquer à quel point Leila observe les murs au lieu de regarder la route. Il traverse plusieurs sections connues des amateurs de lieux interdits. Salles basses, carrefours maçonnés, graffitis datés, niches funéraires, vieux marquages à la bombe. Puis il bifurque. C'est là que la vidéo cesse de ressembler à un simple trip de cataphiles. Dorian explique qu'ils ne vont pas vers les galeries habituelles, ni vers les salles que tous les forums évoquent. Il parle d'une section sourde, un endroit que très peu de gens mentionnent parce qu'il n'apparaît pas sur les cartes copiées. Une zone maçonnée plus tardivement, derrière des murs de consolidation où les sons se comporteraient bizarrement. Niels demande ce que ça veut dire, les sons se comportent bizarrement. Dorian répond par une plaisanterie. Ça veut dire qu'ils reviennent pas toujours de là où tu les attends. Leila s'arrête à un premier croisement pour montrer un détail. Sur le mur gauche, une inscription gravée dans la pierre, partiellement effacée. N'éteignez pas la musique. En dessous, une date illisible, peut-être 19e, peut-être un faux vieilli exprès, impossible à confirmer. Quelqu'un a voulu faire peur, dit Adrien. Ou prévenir, répond Leila. Prévenir de quoi ? Demande Niels. Leila hausse les épaules, mais la caméra capte très bien qu'elle n'aime pas la phrase. Il continue. Le passage se resserre progressivement. Les os dans les murs se font plus serrés, moins décoratifs, comme si l'empilement avait cessé d'obéir à une esthétique pour devenir purement fonctionnel. Les crânes apparaissent plus profondément enfoncés, leurs orbites absorbant la lumière au lieu de la réfléchir. Le sol devient de plus en plus irrégulier, mêlant terre battue, gravats, petits fragments blanchâtres. À plusieurs reprises, la caméra plonge sur des bottes qui écrasent ce qui ressemble sans ambiguïté à de l'os éclaté. Le son est insupportable.
Pas fort, pas spectaculaire. Un crépitement minuscule, comme du verre humide qu'on broie à peine. « Écoutez ça », murmure Adrien. « Non », répond Leïla immédiatement. « Justement, n'écoute pas trop. » À ce stade, la vidéo contient encore les défenses ordinaires du groupe. L'humour, les petites disputes, la manie de tout documenter pour transformer l'inconfort en contenu. Mais la claustrophobie commence à gagner l'image elle-même. Les couloirs se resserrent, les lampes rebondissent sur des murs trop proches, le plafond baisse. Souvent, on ne voit plus que deux dos devant la caméra, des sacs frottant presque la pierre. Les voix deviennent étrangement absorbées par l'espace, comme si chaque mot se faisait avaler avant d'atteindre le bout de la galerie. Ils arrivent enfin devant un mur manifestement reconstruit. Ce n'est pas un éboulement naturel. La maçonnerie tranche avec le reste. Pierre plus petite, mortier plus sombre, jonction grossière avec la paroi ancienne. Et, au milieu, là où aucun objet n'aurait dû se trouver, dépasse une grande corne de phonographe. Pas un appareil complet visible d'abord, juste le pavillon en métal terni, incrusté entre les pierres, comme si le mur l'avait lentement avalé, sans réussir à le digérer complètement. Le groupe se tait pour la première fois. Même Niels. La caméra zoome, tremble, recule un peu. On entend simplement les souffles et ce bruit léger, presque couvert par les gouttes lointaines. Une musique, très faible, rayée, ancienne. « Vous entendez ?» demande Adrien. « C'est impossible !» souffle Niels. Leïla approche sa lampe. Le pavillon est décoré de motifs floraux noircis. Au-dessous, entre deux pierres descellées, on distingue le bois d'un meuble. Un phonographe ancien, un vrai. Encagé dans le mur ou muré autour. Et pourtant le disque tourne encore quelque part derrière. Pas vite, pas correctement, mais il tourne. La musique ne ressemble pas à un air reconnaissable immédiatement. Une mélodie lente, presque joyeuse à l'origine peut-être, déformée par l'usure et par les sauts de l'aiguille. Le genre de musique qui n'effraie pas par elle-même, mais par le simple fait qu'elle existe encore dans un endroit où toute source d'électricité est absurde. Il y a forcément une installation, dit Dorian, et sa voix sonne faux même à lui-même. Qui viendrait bricoler ça ici ? Demande Leïla. Des mecs avant nous, j'en sais rien. Une batterie, une mise en scène. Ça attire les vidéos. Niels se penche et éclaire les joints du mur. Attends, le mortier est vieux. Vraiment vieux. La caméra s'approche davantage. On voit maintenant que le phonographe n'a pas été glissé récemment entre des pierres. Il est pris dedans depuis longtemps. Le bois est gonflé, noirci, partiellement dévoré par le salpêtre. Une partie du mécanisme reste visible. Rouage couvert de poussière, pourtant en mouvement, très lentement. Chaque rotation semble lutter contre quelque chose de plus dense que l'air. « Reculez !» dit Leïla. « On touche pas !» Mais bien sûr, quelqu'un touche. Pas tout de suite. D'abord il filme, il commente. Adrien passe sa lampe derrière le pavillon. Dorian cherche à dégager davantage le contour du boîtier. Niels plaisante encore sur le fait que Paris cache décidément n'importe quoi sous ses rues. Puis la musique saute. Encore. Et encore. Le même fragment revient 3 fois. Une note aiguë, une montée de violon, un frottement. Le son devient vite intenable.
Il y a quelque chose dans sa répétition qui racle les nerfs, comme si la galerie elle-même se crispait à chaque retour du motif. « Coupe-le !» dit Niels. Leila répond tout de suite. « Non. »« Sérieux ? On va rester là à écouter cette merde ? Je veux comprendre pourquoi ça joue encore. Et moi, je veux que ça s'arrête. » Dorian, qui jusque-là cherchait surtout à garder son rôle de leader, finit par se glisser contre le mur pour atteindre le mécanisme. On voit sa main disparaître entre les pierres, tâtonner, puis trouver quelque chose à l'intérieur du boîtier. Le disque Queen. La musique ralentit. Leila dit encore non, cette fois plus fort. Adrien lui demande pourquoi elle panique. Elle répond quelque chose que la vidéo capte mal, à cause du frottement de la caméra contre le mur. Parce que le silence ici n'est pas vide. Le phonographe s'arrête. Pas progressivement, d'un coup sec. Le dernier fragment musical se casse net comme une vertèbre. Et alors, pendant 2 secondes exactes, plus rien au monde n'existe dans l'enregistrement. Pas leur respiration, pas les gouttes, pas les frottements, pas la caméra. Puis vient le chuchotement. Pas devant eux, pas derrière, pas dans une galerie voisine, dans le mur. Le son est si bas qu'au premier visionnage on croit une interférence, une suite de syllabes froissées, plusieurs voix superposées, ou une seule voix démultipliée par l'os et la pierre. Une langue ancienne ou cassée, pas du français moderne, pas du latin liturgique tel qu'on l'entend dans les films. Quelque chose de plus rauque, plus rond, avec des airs qui glissent mal et des finales avalées. Plus tard, des gens diront avoir reconnu de l'ancien français, d'autres nieront. Mais tous s'accordent sur une chose. Ce murmure ne ressemble pas à un enregistrement. Il ressemble à une bouche collée de l'intérieur contre une paroi qu'elle ne devrait pas connaître. Niels recule si vite qu'il manque tomber. « C'est quoi ça ?» Dorian jure et plaque son oreille au mur, comme l'imbécile qu'on devient souvent juste avant de comprendre. Leila l'arrache presque en arrière. « Ne fais pas ça !» Adrien tourne la caméra partout à la fois. Mur d'os, plafond, couloir, visage trop proche. Les chuchotements se poursuivent. On dirait qu'ils se déplacent dans la maçonnerie sans jamais sortir réellement. Comme si le son courait de crâne en crâne, de tibia en tibia, au travers de la structure même du lieu. « Remets-le !» dit Leila. « Quoi ?» crie Niels. « Remets la musique. T'es sérieuse ?» Dorian essaie de relancer le mécanisme à la main. Rien. Il force davantage. Un petit cliquetis répond. Inutile. Le phonographe est mort, ou refuse simplement de rejouer. Et à mesure qu'ils insistent, le murmure gagne en intensité. Pas fort, jamais fort, mais plus articulé. Certaines syllabes se détachent. Adrien répète plusieurs fois qu'il entend son prénom. Personne ne le croit d'abord. Puis la galerie derrière eux craque. Ce n'est pas un effondrement. Pas encore. Plutôt le bruit de quelque chose qui se réorganise. Les os du mur de gauche vibrent légèrement. Un crâne roule d'une niche plus haute et se brise au sol en 2 morceaux nets. Le son qu'il produit en heurtant la terre et d'autres fragments est d'une obscénité tranquille. Niels hurle. Leila ordonne de reculer. Ils commencent à repartir dans le couloir, mais la caméra montre aussitôt que le passage par lequel ils sont venus
ne paraît plus identique. C'est le premier moment où l'on peut encore se dire qu'il panique, qu'il se trompe d'angle, qu'un groupe de 4 personnes dans un tunnel étroit déforme sa propre orientation. Sauf qu'un détail casse cette possibilité. Sur le mur, juste à l'entrée du passage, il y avait un graffiti en bombe rouge qu'on avait vu à l'allée. Une flèche et les lettres NKS. Il n'est plus là. À sa place, les os sont parfaitement alignés. « Non », dit Adrien. « Non, non, non. » « On a pris le mauvais couloir », répond Dorian, mais il n'y croit pas du tout. « Il n'y avait qu'un seul couloir !» hurle Nils. Leila balaye les parois de sa lampe. « Ne touchez plus les murs, ne posez rien dessus. On avance et on parle pas fort. »« Pourquoi ? Parce que ça répercute. »« Quoi ça ?» Elle n'ose pas répondre. Alors la vidéo le fait pour elle. Sous leurs semelles, le sol craque plus fort désormais. À chaque pas, on entend clairement des petits fragments céder. Pas seulement devant ou autour, en dessous. Comme si une couche plus profonde d'ossements, prise dans la terre, supportait à peine leur passage. L'effet psychologique est immédiat. Ils marchent sur des morts, dans des murs de morts, entourés de chuchotements qui semblent transiter par les mêmes restes humains. L'idée s'installe toute seule, bien avant qu'un personnage la formule. Les os ne sont pas là comme décor, ils conduisent quelque chose. Dorian essaie encore de rationaliser. C'est sûrement acoustique, la galerie fait caisse, les mecs qui ont caché le gramophone ont bricolé une espèce de chambre d'écho. Leila se retourne contre lui d'une violence soudaine. Alors explique pourquoi les os vibrent. Personne ne le peut. Ils progressent vite, puis moins vite, parce que l'espace se resserre encore. À un moment, Adrien doit tourner le corps de côté pour passer entre 2 parois où les tibias dépassent de travers. Sa caméra frôle les crânes si près que l'objectif reflète dans les orbites vides. L'impression de claustrophobie devient presque physique derrière l'écran. Pas de grands mouvements possibles, pas de recul propre, pas d'air. Le plafond semble baisser au fur et à mesure que l'image tremble. On commence à entendre une respiration plus lourde, régulière, qui n'appartient peut-être à aucun d'eux ou à tous à la fois. Puis Nils s'arrête net. Sa lampe tremble vers le sol. « Là, vous voyez ?» Au milieu de la terre et des fragments, quelque chose ressort. Un os long, brisé net d'un côté. Normal, jusqu'à ce que la caméra s'approche. On y distingue des encoches très fines, répétées, comme des marques de dents humaines. Pas fraîches, pas récentes, multipliées tout le long. À côté, d'autres fragments portent les mêmes traces. « C'est pas possible !» murmure Adrien. « Des rats ?» tente Dorian. « Des rats qui mordent comme ça ?» répond Leila. Le murmure dans les murs recommence plus clairement. Cette fois, même Nils cesse de nier. Il demande, la voix cassée, si quelqu'un d'autre est dans les galeries, s'ils sont suivis, si des types leur jouent un tour. Et c'est exactement là qu'Adrien dit une phrase essentielle, presque étouffée par sa propre peur. « J'entends pas des gens derrière les murs. J'ai l'impression que les murs se parlent eux-mêmes. » Il débouche dans une salle basse, plus large d'à peine 2 mètres, dont le plafond s'arc en voûte incomplète. Les murs d'os y sont différents, plus serrés encore. Les crânes sont orientés non vers le passage, mais vers le centre de la salle, comme s'ils faisaient cercle autour d'un point vide. Au milieu, il y a une dalle de pierre noircie. Pas un autel au sens théâtral du terme, plutôt une ancienne table de relevé ou un bloc récupéré, mais la disposition la transforme en centre évident. Sur la dalle repose un deuxième objet impossible.
une manivelle, ancienne, en fer, fixée à un axe qui plonge directement dans la pierre, comme si quelque chose sous la salle pouvait être actionné depuis là. Dorian approche, fasciné malgré lui. « Ne touche à rien, » dit Leila. « On doit bien comprendre où on est. Non, on doit sortir. » Il ne l'écoute pas. La caméra d'Adrien filme sa main sur la manivelle. Ce détail reviendra plus tard dans toutes les copies, parce qu'on y voit très clairement l'hésitation de Dorian. 1 seconde, peut-être 2. Assez pour encore choisir autrement. Puis il tourne. Le son qui suit ne ressemble à rien de proprement mécanique. D'abord un grincement lourd, profond, très lointain, comme une chaîne ou une roue prise dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Ensuite, un choc sourd, puis la réaction du lieu tout entier. Les os vibrent. Pas métaphoriquement, visiblement. Les alignements tressaillent, des fragments tombent, plusieurs crânes s'entrechoquent avec des petits claquements creux. Le murmure sous les murs enfle brusquement et change de nature. Ce n'est plus un chuchotement dispersé, c'est une poussée, une masse de voix comprimée qui remonte par milliers de cavités. La caméra d'Adrien sature un instant, son capteur audio aussi. Quand l'image revient, Nils est déjà en train de crier à Dorian de lâcher. Leila l'a agrippé par le col. Mais trop tard. Quelque chose a répondu. Sous la dalle, un coup retentit. Net. Comme un poing, ou une tête, ou un outil frappant depuis l'autre côté de la pierre. Puis un deuxième, et un troisième. Nils recule jusqu'au mur d'os. Une partie cède derrière lui, et un amas de tibias se déverse à ses pieds. Il glisse dedans. Le son est atroce. Des os qui se brisent sous le poids. Pas seulement en surface. Le sol se tasse plus profondément, comme s'il n'était qu'une croûte. « Aidez-moi !» hurle-t-il. Adrien lâche presque la caméra en se jetant pour le relever. L'image part vers la voûte, puis vers le sol, et c'est là qu'on voit pour la première fois la fissure. Entre deux pierres, sous la dalle, une ligne noire s'est ouverte. Mince d'abord, puis un peu plus large. Juste assez pour qu'une haleine en sorte. Oui, une haleine. Pas un courant d'air froid, pas un souffle d'évacuation, une expiration tiède et humide qui fait bouger la poussière dans le faisceau de la lampe. La vidéo devient alors difficile à regarder sans pause, parce que tout s'accélère sans qu'aucune course réelle ne soit encore possible. Leila hurle de partir. Dorian abandonne enfin la manivelle. Adrien et Nils se remettent debout, mais derrière eux, le passage par lequel ils sont entrés n'est plus complètement libre. Pas effondré, plutôt resserré. Les os latéraux ont glissé, comme si les murs eux-mêmes tentaient de refermer l'ouverture à force de petits éboulements successifs. Ils se faufilent tout de même, se griffent, perdent un sac, ne s'arrêtent plus. Les voix dans les murs les accompagnent désormais de façon presque structurée. Des sons reviennent, des suites de mots, des souffles qui se collent à leurs prénoms ou à leurs pas. Adrien répète qu'il entend quelque chose courir parallèlement à eux, mais pas dans leur galerie, plus profond,
derrière les parois. Pas une poursuite sur le même plan, une course interne à l'ossuaire lui-même. La caméra percute plusieurs fois le mur. À chaque choc, on entend ces petits craquements secs de fragments osseux qui tombent ou cassent sous la semelle. La claustrophobie atteint alors quelque chose de presque insoutenable. Ils ne courent pas réellement. Ils se débattent dans un boyau fait de morts qui les touche de partout. À un croisement, Leila s'arrête brutalement. C'est pas bon. Devant eux, un mur. Pas un cul-de-sac naturel. Un alignement d'ossements et de maçonnerie qui n'existait pas à l'aller. Dorian refuse d'abord l'évidence. Il dit qu'ils ont tourné trop vite. Il dit qu'ils reprennent à gauche. Sauf qu'à gauche aussi, la galerie se termine sur une structure d'os tassés. Comme si le labyrinthe se recomposait à mesure qu'ils cherchent la sortie. Nils commence à perdre le contrôle pour de bon. On est en train de tourner. On est en train de tourner dans la même putain de cage. Leila lui ordonne de respirer. Mauvais choix de mots. Il se met à répéter « Ne me dis pas de respirer ici ». Encore et encore. Jusqu'à ce qu'un murmure dans le mur voisin répète la même phrase avec lui. C'est très net sur l'enregistrement. « Ne me dis pas de respirer ici ». Même intonation, même vitesse. Mais un timbre plus creux, plus nombreux. Adrien coupe sa lampe un instant par erreur ou par choc. L'image plonge dans un noir total. Pendant cette seconde, on entend quelque chose de plus proche que tout le reste. Un craquement humide, suivi d'un glissement. Comme un corps trop grand, essayant de faire passer une partie de lui-même dans un espace étroit de l'autre côté des os. Quand la lumière revient, un crâne entier s'est avancé hors du mur de droite de plusieurs centimètres. Pas tombé, avancé, comme poussé depuis derrière par une pression continue. « Fais-le jouer !» crie Leila. « J'essaie, plus fort !» Dorian tourne la manivelle à s'en faire saigner la paume. Le disque repart enfin dans un hurlement de matière rayée. Pas la jolie mélodie d'avant. Un bloc de notes déformé, trop rapide puis trop lente. Mais le résultat est immédiat. Le murmure recule dans la maçonnerie. L'ouverture derrière les os semble perdre un peu de sa poussée. Les vibrations diminuent. Leila comprend avant les autres. Il faut continuer à tourner. « Combien de temps ?» hurle Dorian. « Jusqu'à ce qu'on retrouve un passage. » Ils repartent donc, mais différemment. Dorian doit rester près du phonographe pour le remonter régulièrement, ou ils doivent l'emporter. L'idée semble absurde jusqu'à ce qu'Adrien et Nils commencent réellement à extraire l'appareil du mur. Et là, la vidéo bascule définitivement dans quelque chose d'infernal. Parce que le phonographe vient. Pas facilement, mais il vient. Comme s'il n'avait jamais été scellé pour rester là, seulement coincé provisoirement. Il tire, des pierres tombent, des os glissent, et le meuble ancien se dégage avec un bruit de succion sèche. Derrière, le vide s'ouvre sur une cavité tapissée d'ossements rayonnant à perte de lampe, comme les fils d'une structure acoustique gigantesque. Une antenne, dira Leila quelques secondes plus tard, et personne ne relèvera d'abord le mot, tant il semble surgir de la panique. Les os, dit-elle, la voix brisée. C'est pas décoratif, c'est conducteur. Ils les ont rangés comme ça, pour que ça porte plus loin. Porte quoi ? demande Nils.
Elle ne répond pas tout de suite. Sa lampe tremble sur l'ouverture derrière le phonographe. On distingue maintenant des galeries plus profondes, non maçonnées comme celles des catacombes officielles, mais taillées plus brutes, plus anciens, comme si sous Paris, il existait encore une couche qui n'a jamais été destinée aux morts humains. Quelque chose qui vit dessous, finit-elle par dire. Et le son le tient loin des galeries hautes. Dorian tente de remettre le disque en marche. Il tourne la manivelle latérale du phonographe, souffle la poussière, replace l'aiguille. Rien. Puis si, un raclement, un sursaut, un demi-fragment musical avorté. Il recommence. Le murmure dans les murs s'intensifie aussitôt, comme contrarié. Niels, lui, éclaire l'ouverture. C'est une erreur fatale. Au fond, très loin ou très près, impossible à mesurer, quelque chose reflète la lumière. Pas des yeux au sens classique, plutôt plusieurs surfaces humides alignées qui prennent le faisceau l'une après l'autre comme des perles vivantes. Puis le mur d'os tout autour du phonographe se met à pousser vers l'extérieur. Crâne, tibia, vertèbres, tout travaille en petites impulsions internes, comme si une pression ancienne cherchait enfin à faire céder la structure. Adrien recule en jurant. Le son de ses bottes, broyant encore des fragments, est presque plus pénible à supporter que la vision. « Fais-le jouer !» crie Leïla. « J'essaie, plus fort !» Dorian tourne la manivelle à s'en faire saigner la paume. Le disque repart enfin dans un hurlement de matière rayée. Pas la jolie mélodie d'avant, un bloc de notes déformées, trop rapide puis trop lente. Mais le résultat est immédiat. Le murmure recule dans la maçonnerie. L'ouverture derrière les os semble perdre un peu de sa poussée. Les vibrations diminuent. Niels craque le premier pour de bon. « On va mourir là. On va mourir dans des putains d'ossements pour une boîte à musique. » Il lâche une poignée du meuble. Le phonographe manque de tomber. Le disque s'arrête presque. Alors, derrière eux, un fracas éclate dans la galerie ouverte. Quelque chose vient de forcer les os de la cavité. Un bruit massif, mouillé, suivi d'un glissement. Pas un homme rampant, pas un animal identifiable. Quelque chose de trop vaste pour entrer d'un coup et qui utilise les structures de mort comme une membrane à traverser. Niels hurle et reprend le meuble. Il trouve enfin une galerie différente, plus haute, marquée par une ancienne flèche charbonnée. Leïla croit reconnaître un trajet de retour. Adrien l'a su au jugé. Le son du phonographe accompagne désormais chaque pas, comme une survie dérisoire. Une musique éreintée, coupée de craquements, dans des boyaux où chaque appui détruit de petits ossements sous les semelles. Ce contraste rend tout plus fou encore. Une vieille valse mutilée qui protège 4 intrus dans une tombe gigantesque. À un moment, la caméra frontale d'Adrien accroche le profil de Leïla. Elle saigne du nez sans sembler de remarquer. Ses yeux restent fixés sur les murs. « Pourquoi tu regardes comme ça ?» demande Adrien. « Il se réoriente, répond-elle. « Quoi ? Les crânes. Ils regardent tous du même côté maintenant. » La caméra suit son faisceau. Elle a raison. Dans cette galerie, les crânes inclus dans la paroi ne font plus face au passage. Ils se tournent progressivement vers la gauche, vers une masse de pierre aveugle, d'où monte désormais un bruit régulier. 3 coups, espacés, comme un toc-toc venu de derrière un mur. Le titre officieux de la vidéo vient de là, bien sûr. Stuk Isa Steni, le coup derrière le mur.
Mais dans la copie la plus complète, ce n'est pas un simple coup. C'est un dialogue. 3 coups. Pause. 2 coups en réponse, plus loin. Puis un glissement interne, comme si quelque chose cartographiait leur progression depuis l'autre côté des galeries. « Ça nous suit par les parois », dit Adrien. « Non », répond Leila, « ça nous précède ». Cette phrase fait perdre à Nils le peu qui lui restait. Il lâche le phonographe, se retourne et part en courant dans une galerie latérale sans lumière stable. Dorian crie son nom. Adrien essaie de le suivre, mais Leila l'en empêche. « Non, on le récupère plus loin, ne coupe pas la ligne !»« Quelle ligne ? Le son, tant qu'il joue, il a une forme !»« Si on le laisse mourir, ça prend la nôtre. » C'est probablement la phrase la plus obscure de tout le document. Elle n'est jamais expliquée, et pourtant la suite lui donne une cohérence atroce. Dorian remonte le mécanisme à toute vitesse. La musique repart, grêle et déformée. Ils reprennent le phonographe à 2 cette fois, Adrien filmant d'une main, tenant de l'autre. Nils disparaît devant eux, juste hors lampe, continuant à crier dans une autre galerie. Plusieurs fois, sa voix revient là où elle ne devrait pas, plus proche que la direction qu'il a prise. Une fois même, elle semble venir dans le mur d'ossement à droite. « Par ici, par ici !» Adrien s'arrête net. C'est pas lui. « Je sais, » répond Leila. « Comment tu sais ?» Elle ne répond pas. Elle tire simplement plus fort sur le meuble. Ils finissent par déboucher sur une ancienne salle de contrôle maçonnée, reconnaissable à des inscriptions de Carrier sur les murs. L'un des 2 passages de sortie s'est effondré depuis longtemps. L'autre devrait remonter vers des galeries plus connues. Devrait. Sauf qu'à peine entré, il trouve Nils déjà là, assis contre le mur, immobile, lampe posée à ses pieds. La caméra d'Adrien chancelle. « Nils ?» Pas de réponse. Dorian pose le phonographe, continue à tourner la manivelle d'une main tout en s'approchant. Leila lui dit de ne pas le toucher. Trop tard. Dorian la grippe par l'épaule. Nils lève la tête. Son visage est normal d'abord. Pâle, couvert de poussière, yeux grands ouverts. Puis il sourit d'une manière qui ne lui ressemble plus du tout. Pas un rictus démoniaque ridicule, quelque chose de plus dérangeant. Un sourire appliqué, comme si quelqu'un avait observé plusieurs sourires humains sans encore comprendre quand les dents doivent s'arrêter. « J'ai trouvé plus bas », dit-il d'une voix parfaitement calme. « Ça chante sans machine. » Le murmure recommence aussitôt dans les murs de la salle. Et au même instant, le phonographe saute. La musique se coupe 2 secondes. 2 secondes suffisent. Nils se jette sur Dorian avec une violence que son corps maigre ne devrait pas pouvoir produire. Ils tombent ensemble. Adrien lâche presque la caméra. Leila attrape le phonographe et force la manivelle comme une folle. La musique repart dans un hurlement de valse déchirée. L'effet est instantané encore une fois. Nils se fige en plein mouvement, comme traversé par un ordre contraire. Pas calmé, suspendu. Ses doigts restent plantés dans la veste de Dorian. Sa mâchoire travaille à vide. Et de sa bouche sort un souffle qui n'est plus le sien. Pas une voix, pas une langue. Un frottement de plusieurs gorges à la fois. « Ne le regardez pas !» dit Leila. « Aidez-moi à sortir !» Ils abandonnent Nils. C'est peut-être le moment le plus humain de la vidéo et le plus monstrueux aussi. On entend Dorian répéter son nom, vouloir le tirer, hésiter, puis choisir finalement le phonographe, c'est-à-dire la seule chose qui paraît encore tenir les murs à distance.
Il laisse Niels assis là, tête légèrement penchée, dans cette salle de carrier, pendant que la musique éreintée couvre à peine les chuchotements qui montent de partout. La suite est plus morcelée. Plusieurs coupures. L'une dure quelques secondes, l'autre presque 1 minute. Quand l'image revient, ils sont déjà dans une galerie inondée jusqu'aux chevilles. L'eau remue sous leurs pas, avec ce bruit sale qu'ont les lieux où la pierre, la boue et les restes humains partagent le même niveau. Chaque mouvement du phonographe menace de le noyer. Dorian saigne à la joue. Adrien a perdu une lampe. Leila continue seule à garder une direction, comme si elle suivait une mémoire plus ancienne que les plans. « Comment tu connais ce passage ?» demande Adrien. Elle finit par répondre, presque en crachant. « Mon grand-père bossait aux carrières. Il m'a parlé d'une section fermée par de la musique. J'ai cru à une histoire pour gamins. Il disait que sous les ossuaires, il restait un vide qu'on n'avait pas rempli avec des morts pour les honorer, mais pour les faire parler entre eux. » Parler de quoi ? Leila ne le regarde pas. Pour que ceux qu'il y a plus bas entendent autre chose que la ville. Le phonographe ralentit encore. Dorian tourne. Encore. Encore. Ses mains glissent de sang et de saleté sur le métal. Adrien filme le pavillon de près. Dans ces vibrations, on croirait voir la poussière se déplacer en sens inverse du son, comme si la musique repoussait littéralement quelque chose d'invisible. Puis vient le dernier grand choc. Ils atteignent une porte de service en fer, à moitié mangée par la rouille. Dorian jure qu'elle mène vers une galerie plus sûre, peut-être vers une ancienne sortie. Elle est bloquée de l'autre côté. Il pousse. Rien. Adrien filme le panneau, les boulons, les traces anciennes de peinture. Leila continue à faire jouer le phonographe posé au sol entre eux. Alors, derrière le mur gauche, juste à hauteur d'homme, 3 coups résonnent. Toc, toc, toc. Clairement, tout près. Adrien tourne la caméra vers la paroi d'ossement. La réponse vient aussitôt. De l'autre côté de la porte de fer. 2 coups. Comme si quelque chose les avait encerclés par les structures. Les os du mur commencent à vibrer. Plusieurs tombent au sol. Les fragments cassent sous leurs pieds. Le son du phonographe s'emballe soudain, trop vite, comme si le mécanisme recevait une énergie extérieure. La vieille valse devient presque joyeuse, presque dansante. Et c'est à cet instant que la porte de fer cède d'elle-même sur quelques centimètres. « Ouvrez !» hurle Adrien. Il tire. La porte s'ouvre sur un boyau de service montant légèrement. De l'air. Pas de vrai air frais, mais un air moins vieux. Un espoir. Leila passe la première, puis Adrien. Dorian veut saisir le phonographe en dernier. Mauvais calcul. Au moment où il se penche, le mur d'ossement à droite éclate littéralement sur un demi-mètre carré. Pas comme sous un explosif, comme sous une poussée lente finalement devenue suffisante. Crâne, tibia, rotule, tout vole ou tombe. Et derrière, l'ouverture béante révèle quelque chose que la vidéo ne montre jamais entièrement. Seulement des surfaces, des replis, des luisances, et une quantité d'articulations impossible à compter qui se déplacent dans un espace trop petit pour elle. Dorian hurle. Leila hurle de laisser le phonographe. Lui refuse. Il tente de l'arracher à la galerie. Une main, ou ce qui ressemble vaguement à une main humaine rallongée par autre chose, passe entre les os éclatés et frappe le pavillon. La musique s'interrompt dans un grincement final. La dernière minute de vidéo est presque insoutenable, parce qu'à partir du moment où la musique meurt,
les sons humains cessent d'avoir le premier plan. Les murmures deviennent gigantesques sans devenir plus forts. Ils s'installent partout dans la prise audio. On n'entend presque plus les paroles de Leila et d'Adrien, seulement des fragments. « Cours, laisse, pas derrière, ferme !» Dorian pousse encore le phonographe, ou le retient, ou se fait prendre avec, on ne sait plus. La caméra d'Adrien bascule, montre la porte de fer, le boyau montant, la main de Leila qui le tire. Derrière eux, les os du mur continuent de tomber comme une pluie de restes. Et dans ce fracas sec, ce qui est en train de sortir n'émet aucun cri, seulement une respiration, immense, humide, patiente. La caméra coupe une première fois, revient sur un autre angle, probablement le téléphone de Leila. Elle court. Seule? Non. Adrien est encore là. Peut-être. Difficile à dire. Le boyau monte, tourne, s'élargit. On entend les bottes glisser, casser encore de petits fragments d'os, parce que même ici le sol en est saturé. Leila sanglote sans s'en rendre compte. Quelqu'un derrière elle demande « Où est Dorian ?» Elle ne répond pas. Dernière coupure. Puis un plan fixe très court, peut-être posé au sol par accident. Le couloir est vide, une lampe roule. Dans le lointain, très loin, la vieille valse recommence pourtant. Pas entière, pas claire, juste 3 mesures. Comme si, quelque part derrière les murs, quelqu'un avait relancé le phonographe. La toute dernière séquence est extérieure. C'est la plus troublante pour les gens qui croient encore au canular, parce qu'elle n'offre aucune grande conclusion. Juste une preuve froide qu'au moins une partie du groupe est remontée. Une caméra de téléphone tremblante filme un trottoir mouillé à l'aube. Des voitures normales passent au-dessus de Paris. On entend des respirations brisées. Puis Leila apparaît brièvement dans le cadre. Visage gris, yeux hagards. Elle dit à la personne qui filme, probablement Adrien, de ne rien publier, de détruire le son, de surtout ne pas faire écouter le chuchotement à d'autres, parce que ça apprend par l'écho. Adrien demande « Et Dorian ?» Leila ne répond pas. À la place, elle regarde les bouches d'égout autour d'eux. Puis elle dit « Écoute pas ». L'enregistrement s'arrête là. On pourrait croire que c'est tout. Une bonne fin de found footage. Ambiguë, incomplète, efficace. Un disparu, 2 survivants, une chose indicible sous la ville. Sauf qu'il y a ce que les copies audio contiennent encore quand on les nettoie trop. Plusieurs passionnés ont isolé le passage où le phonographe s'arrête pour la première fois. Ils ont ralenti, filtré, superposé. Et dans les couches basses du murmure, certains affirment entendre autre chose qu'une langue ancienne. Pas seulement des mots, une sorte de cartographie sonore. Comme si les voix récitaient des noms de rues, de quartiers, de stations, mais sous des formes vieilles de plusieurs siècles. D'autres ont tenté d'identifier le morceau joué par le phonographe. Aucun résultat certain. La partition semble changer légèrement d'une copie à l'autre, ce qui ne devrait pas être possible si tout vient d'un même fichier compressé.
Le détail qui m'a personnellement empêché de dormir pendant 3 nuits n'est pourtant ni la musique, ni l'ancienne langue, ni la chose derrière le mur. C'est le pavillon. Sur l'une des images les plus nettes, quand Dorian arrache le phonographe de la maçonnerie, on distingue à l'intérieur du pavillon une inscription gravée à la main. Pas par le fabricant, par quelqu'un qui l'a utilisée là-dessous. Elle dit « Ne le laissez pas écouter la surface. Pas sortir, pas monter, pas venir. Écouter. » Et c'est là que l'idée devient vraiment mauvaise. Parce que si les os étaient disposés comme une antenne, si la musique servait à brouiller ou contenir quelque chose, alors le vrai danger n'était peut-être pas qu'une présence remonte physiquement sous Paris. Peut-être qu'elle n'en a jamais eu besoin. Peut-être qu'elle a toujours vécu assez bas pour ne jamais croiser directement les vivants. Mais le jour où le son s'arrête, le jour où le réseau d'ossements commence à transmettre autre chose, ce qui est dessous n'a plus qu'à tendre l'oreille. Des semaines après la disparition de la vidéo, un utilisateur anonyme a posté un dernier message sur un forum enterré depuis. Juste une ligne, sous un compte sans historique. Le pire, ce n'était pas le coup derrière le mur. C'était quand on a compris qu'il frappait en réponse à quelque chose qui frappait déjà de l'autre côté de la ville. Le message a disparu quelques heures plus tard. Adrien n'a jamais été formellement identifié, selon ceux qui ont cherché. Leïla non plus. Quant à Dorian, certains jurent qu'on le voit encore dans une image circulant parfois sans source, prise dans une carrière interdite, debout derrière un mur d'os, moitié visible, la main posée sur un vieux phonographe, comme s'il attendait simplement que quelqu'un coupe le son une deuxième fois. Je ne sais pas si cette image est vraie. Je sais seulement ceci. Depuis que j'ai vu le fichier, je n'écoute plus de vieux enregistrements quand je suis seul. Et si un jour tu entends, dans un tunnel, un air ancien joué trop loin pour avoir une source normale, ne cherche pas d'où vient la musique. Tant qu'elle joue, contente-toi de repartir. Parce que sous les villes très anciennes, le silence n'est pas vide. Il est occupé. Et parfois, pour savoir comment nous rejoindre, il lui suffit qu'on lui laisse enfin entendre nos murs.